Merci à Popeyes, notre commanditaire officiel. Je vais vous dire en affaire, si j'avais à courir un ultra-marathon comme notre invité aujourd'hui, je m'organiserais pour aller chez Popeyes. C'est un moyen temps. Avant, en fait, je leur ferais probablement faire un casque custom avec deux gourdes ici, là, la paille. D'un côté des protéines, de l'autre côté des carbs. Parce que j'ai une fascination pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réussit à accomplir. Évidemment, vous savez, Popeyes, des suppléments au meilleur prix. 27 magasins pour vous aider, que ce soit dans vos performances sportives ou dans votre quotidien. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très très content de vous retrouver, que ce soit sur votre plateforme préférée de streaming ou sur notre compte Patreon. On est bien content de faire un autre tournage, une autre discussion aujourd'hui qui, je pense, va être bien intéressante. En tout cas, de mon côté, bien excité de vous présenter mon prochain invité. Avant ça, je veux juste vous rappeler que je suis en onde à Week-end 99.5 tous les matins de semaine. Vous pouvez entendre ma douce voix en vous réveillant et celle de Mélanie Ménard dans l'émission On passe ça de même. Je veux aussi remercier évidemment notre commanditaire officiel, comme je le fais à chaque semaine, Popeyes, 27 magasins pour mieux vous conseiller par rapport à votre supplémentation, que ce soit pour des défis physiques, comme il va être question un petit peu aujourd'hui avec mon invité, que ce soit pour améliorer votre digestion, votre sommeil. Bref, bien content d'avoir ce partenaire-là parce que c'est ce qui rend les discussions que j'ai ici en studio possibles. En studio aujourd'hui, Patrice Godin, qui est comédien, écoute, moi, je te vois évidemment comme comédien, je t'écoute à la télé, mais je te suis et j'ai une fascination pour ton volet d'ultramarathonien et de training intense. Puis on va discuter de tout ça aujourd'hui. Mais là, je sais que tu te remets d'une blessure au tendon d'Achille. Oui. Tu me mentionnais en arrivant il y a quelques instants que tu vas recommencer tranquillement ton training. Je recommence, là. J'ai recommencé. Je suis relancé à la course, là. Ultramarathonien, là, je veux que les gens comprennent ce que c'est. Ça n'a pas de maudit bon sens. Les distances que tu vas courir. Donne-moi en moyenne là, à quoi ça ressemble un ultramarathon. Là. Ben, en fait, les ultramarathons, c'est le marathon 42.2. Ça, c'est le marathon sur route qu'on connaît, ouais. Aux Olympiques, tout ça. Et après ça, tu as 50 km. Tu as 80 km, 100 km, 160 km. Ça, c'est vraiment les grosses distances qu'on retrouve. Mais là, depuis quelques années, ça augmente naturellement de plus en plus. Il y a des 335 km, des 400 km. Il y a des courses par étapes. Toi, tu t'as fait jusqu'à quelle distance? Moi, je me suis rendu mon plus long, c'est 335 km. Je veux... Je le comprends pas. Je vais être honnête, là. 335 km. Non, je comprends. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris... comment, tu sais? Ben, c'était dans l'État de Washington, sur la côte ouest américaine. On partait du Mont-Sainte-Hélène et c'était vraiment une grande boucle de 300. Alors, c'est ça qui est magnifique, c'est que... T'as pas repassé plein de fois à la même place. Non, t'as plusieurs formats. Il y a des courses qui vont le faire, qui vont faire un 300 km, mais tu vas faire comme 20 fois la boucle. Moi, je suis un peu moins hot là-dessus, là. J'ai envie de... Moi, je fais ça d'abord et avant tout comme... C'est une aventure physique, autant physique qu'intérieure, parce que t'es tout ce temps-là tout seul avec toi. Profond t'es vraiment... fait que t'apprends à te connaître beaucoup, ça clarifie beaucoup de choses. Ouais. Et donc, c'était une boucle de 335 km dans les montagnes, dans les monts Cascades, là-bas. Dans l'État de Washington. Donc, c'était vraiment magnifique. Ça m'a pris 82 heures. Là-dedans, tu gères... Tu sais, le temps roule tout le temps. Ça fait que tu peux t'arrêter, tu peux dormir 2 heures, 3 heures, si tu veux. Dans les stations. T'en marches on marche. Oui, on marche parce que c'est plus efficace de conserver son énergie à la marche quand tu as des bonnes montées à faire que d'essayer de les courir puis de te brûler. Ouais. Tu le vois, là, moi, je me rappelle, je suis parti, puis en partant, il y avait une montée qui était pas très, très intense, mais qui tu sais, ça montait pendant un bon bout. Et on est parti à courir, mettons, le premier 500 mètres. Puis là, dès que ça a commencé à monter, il y en a qui ont continué à courir. Puis moi, j'ai marché avec d'autres. Il y avait un gars avec qui je jasais. Lui, il l'avait fait l'année d'avant. Puis tout de suite, il s'est mis à marcher. Il y avait sa stratégie. C'est ça. Fait que je l'ai suivi un peu. Puis on a jasé, on a marché. Puis écoute, dans
vers la fin de la journée. Là, il était 9 h le matin, puis à 4 h de l'après-midi, la première journée, je suis arrivé dans une autre station d'aide plus loin. Et il y en avait 3-4 que j'avais vu partir en courant, le moteur était sauté. Ça avait cassé, là. Ben, ils ont continué, Ouais, mais ouais. tu voyais, il était rouge tomate, puis il était brûlé. Comment tu te... Au-delà de la préparation physique, parce qu'on va y revenir, puis ça, c'est la partie que tout le monde comprend. Dans quel état d'esprit il faut que tu te mettes pour arriver prêt mentalement pour une course de même? Est-ce que tu te transformes en quelqu'un d'autre pendant l'instant d'un moment? Comme, es-tu parlable la veille d'une course? Oui, absolument. En fait, c'est la partie la plus importante, je te dirais. Bon, oui, physiquement, il faut avoir fait ses devoirs. Là. Mais moi, toutes les fois que j'ai abandonné des courses, j'étais mentalement pas prêt à la faire. J'étais pas dedans. Quand je réussis à me mettre dans... c'est vraiment, c'est fou, là, mais il n'y a rien qui va m'arrêter. Tu sais, quand tu arrives avec le minding, il n'y a rien qui va m'arrêter. T'es en transe, un peu. Tu sais, regarde le fameux œil du tigre de Rocky III, là. Ben, c'est ça. C'est vraiment juste d'être... Quand je suis arrivé à cette course-là, j'avoue que j'avais un peu la chienne, que je camouflais bien, mais j'étais comme, OK, là, je m'embarque dans vraiment quelque chose d'intense. C'est quasiment, juste avant de partir, tu y penses, c'est les larmes qui te viennent aux yeux. Ouais. Ma blonde et mes filles sont venues me reconduire à 5 h du matin. J'embarquais d'un autobus. Je les ai vus partir en auto. J'avais comme je vais-tu les revoir? Là, c'était quasiment comme si je m'en allais à la guerre, mais je niaise un peu en disant ça, là, mais après ça, ça a été comme, OK, là, je suis là, c'est maintenant, on part, let's go, puis il n'y a rien qui... Je me rends au bout. 82 heures, t'as beau courir avec des centaines d'autres personnes, à maner le peloton se dissipe. Oui. Puis tu te retrouves tout seul pendant très, très longtemps. Il y a quelque chose de, j'imagine, thérapeutique aussi là-dedans, où tu sais, c'est comme t'as le temps de réfléchir à tout ce qui se passe, ou t'es vraiment dans ta zone. C'est assez fascinant parce que il y a des moments de très clairs que je me souviens. Je prends cette course-là parce que c'était la plus longue. Là. J'ai des moments très, très clairs de la course. Et avec des interludes entre deux stations, 2 moments où j'étais juste là. Ton corps est là, ta tête est ailleurs. Non, la tête est là, tout est là. Tu n'as pas le choix d'être... C'est vraiment, quand on dit le here and now, dans l'instant présent, là, tu peux pas te projeter nulle part. T'sais, je me souviens très, très clairement à mi-course, donc à peu près 165 km. Ça, c'est la moitié ça, c'est un ultra, un 160 km. 160 km. Comme j'ai fait au Vermont, comme j'ai fait en Virginie, comme j'ai fait au Mont-Blanc. Ça, c'est une course complète. Moi, quand je suis arrivé là, je suis au milieu de ma course. Ben, exactement. Je me souviens très clairement, je suis arrivé, il y avait une station d'aide. Je suis arrivé là, j'ai demandé un burger végétarien. Ils m'ont donné un burger végétarien avec un peu de ketchup puis whatever. Puis je suis reparti avec ça dans mes mains. J'ai marché, je mangeais mon burger. J'ai marché, j'ai regardé ma montre. Ça faisait autour de 30 heures, 33 heures que j'étais en route. J'ai fait, OK, 33 heures, 160 km, la moitié de fête. All good. J'ai continué, puis c'était tout. J'ai pas pensé qu'il me restait... Après ça, j'étais 33 heures. Il me restait 49 heures à courir. Si j'avais pensé à ça, il m'en reste combien de temps? Puis si j'avais une petite voix qui m'avait dit, il te reste encore un bon 49 heures à courir, je me serais effondré en larmes. Ben oui, puis tout est dans ta façon que tu te disciplines à réfléchir à la suite, puis à te garder. T'acceptes ce qui est là, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Tu sais, je sais, moi, ce que je vais chercher dans le training puis dans la discipline que ça requiert pour atteindre ça. Je t'avoue que depuis la retraite, je trouve ça plus difficile de garder une certaine constance. J'avais des défis de performance en tant que joueur de plus petit gabarit. Il y avait les dangers de blessures. Je me mettais de la pression parce qu'il fallait que je m'entraîne plus fort que les autres dans ma tête pour arriver au même point. Mais j'avais un objectif de performance. Ça a transitionné vers un objectif de
d'être en santé. Oui. C'est pas la même motivation. Pas du pour tout. moi. La tienne, elle vient de où? Ben, j'étais un peu comme toi, là, présent. Ben, moi, je suis pas professionnel. Je suis pas un athlète professionnel. J'ai jamais Non, mais été. t'as la même rigueur. Ben, la même oui, discipline. ça prend une discipline, ça prend des objectifs. Là, ce qui est très difficile, l'objectif premier, c'est, présentement, c'est de réparer ma blessure. Ça, Ouais. c'est sûr, parce que depuis un an, là, la dernière année, ça a été rough parce que plus de plaisir à courir, parce que je suis tout le temps mal. Puis quand j'ai fini une course, quand je réussis à faire un 10 km, puis qu'après ça, j'en ai pour 2 jours à boiter dans la maison, c'est pas le fun. Ouais. Puis là, tu fais, j'y arriverai plus, c'est fini, j'arrête tout, je suis brûlé. C'est l'overtraining qui a causé ta blessure? Non, c'est une blessure qui, tendon d'Achille, dès que ça commence à tirer un peu là, ça part, puis c'est tout. Tu veux surtout pas que ça snap non plus. Non, parce non, qu'après c'est ça. Tu veux pas que ça lâche. Ça n'a pas lâché. J'ai eu des déchirures. Naturellement, tu le sais, là, tu sais, puis on se pousse sur des blessures, puis on veut pas lâcher, puis on se dit, non, ça va passer. Puis des fois, oui, il y a des affaires qui passent. Ça s'est incrusté. Là, je trouve ça plus difficile parce que, avec la pandémie, il n'y a pas eu de course, il y a eu la blessure. La motivation est dure à aller chercher aussi quand tu sais que, là, je me lève. D'habitude, tu sais, je me lève le matin, je m'habille, je mets mes affaires, tu sais, je peux me lever à 4 heures, moi, mettre m'habiller pour la course, prendre un café, puis j'ouvre la porte, puis je sors dehors, puis je m'en vais courir. Là, je suis plus long, tu sais, parce que je le sais, je vais sortir, ça va faire mal. Tu penses pas librement? Non, j'ai pas la liberté que j'avais avant, donc la discipline est plus dure à aller chercher. Tu t'es blessé, évidemment... Ça s'est dégénéré, là. Moi, ma question pour toi, c'est la suivante, c'est que c'est évident, en tout cas dans ma tête, puis je parle parce que je connais pas, j'ai jamais participé à ça, puis je suis pas un gars qui tripe sur les défis d'endurance, mais un ultramarathon, que ce soit le double du marathon jusqu'à 300 km, pour moi, c'est évident que tu termines avec une blessure quelconque. Ah, pourtant, non. Ah non, hein? Ah, non. Non, ce qui va arriver, c'est que tu vas finir... je suis un peu reconnu pour avoir mis certaines photos de mes pieds maganés après sur les réseaux sociaux. Je le fais plus parce que là, je me rends compte que je fais des traumatismes. Puis tu devais finir des fois sur des sites je sais de pas, gens le qui fétichisme trippent de les pire, pieds, je sais là, pas, ouais, mais c'est je peux pas croire qu'il y a du monde qui trippe sur mes pieds. Même moi, je trippe pas sur mes pieds. Mais t'as les pieds maganés, ça, c'est sûr, de différentes façons. Il y a des gens qui font énormément d'ampoules. Moi, là-dessus, je suis relativement chanceux. Là, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Moi, c'est les ongles d'orteil qui ont passé au cache. Tout ça, fait oui, t'as les pieds enflés, t'as des ampoules qui ont pété. Mais sinon, des blessures, non. Il y en a, naturellement. Il y en pas a de stress fracture, des fractures de stress. ça, oui, il y en a, mais c'est souvent, ça sera pas pendant la course, ça va être l'accumulation d'entraînement, de distance, de kilométrage, parce que pour faire ces courses-là, moi, puis je pense que la majorité des gars puis des filles qui font des ultramarathons, c'est le volume de kilomètres qui va t'amener à faire ça. Donc, tu fais des bonnes semaines d'entraînement. T'as pas le choix parce que tu peux pas pratiquer un 300 km. Non, tu peux pas aller t'entraîner pour, tu sais, un demi-marathon. Un marathon, on va dire, mettons, quand on fait une longue course pour se préparer à un marathon, moi, j'ai jamais dépassé le 32 kilos. C'est vraiment mon gros max où je suis allé faire une long run de 32 km en vue de courir un 42,2. Tu vas pas aller courir tu peux le faire, aller courir un 80 km avant d'aller courir un 160, mais tu vas aller faire une course de 80 km 2 mois avant pour te tester, pour voir, OK, comment mon corps agit là-dedans. Mais c'est sûr que tu fais pas... tu peux le faire. Il y en a qui le font. Bon, en fin de semaine, on fait... Ou tu vas faire des fins de semaine, tu vas aller courir un 40 km le samedi puis un 35 km le dimanche. Ça prend du temps, quand même. C'est un dévouement. Ça prend un entourage qui accepte. Ça prend l'entourage qui accepte. Moi, la manière que... En fait, c'est ça. Moi, la manière que j'ai fonctionné, j'ai commencé à m'entraîner, à courir pour vrai, là, faire des courses en 2008. Et t'entraînais-tu avant ça? À 40 ans. Tu sais, je m'entraînais un peu par rapport à des tournages que je pouvais avoir. Fait que j'allais au gym. Souvent, j'ai commencé à courir. C'était quelque chose que j'ai aimé faire, mais premièrement, j'ai fumé pendant très, très longtemps. J'ai arrêté en 2008. Là. Quand j'ai décidé vraiment que je me lançais dans les courses, j'ai promis à mes filles que j'arrêtais de fumer. J'ai ouvert mon dernier paquet de cigarettes. Je les ai fumées. Je fumais dehors parce que j'avais mes enfants.
Puis j'ai promis à ma grande qui va avoir 20 ans bientôt, c'est le dernier paquet de papa. Puis ça a été le dernier, ça a été fini là. Donc promesse à mes filles et après ça, engagement de me mettre à courir puis à faire des ultras. Puis à partir de ce moment-là, ma manière de procéder a été, je vais pas nuire à ma famille. Tu sais, quand j'ai dit à ma blonde que j'allais... Ma blonde était super. Moi, on s'est connus en 2000. Elle m'a connu fumeur, elle m'a connu tout ça. Ça fait qu'elle était bien contente. Elle est docteur en nutrition. Ça fait elle était bien contente de voir que je me reprenais en main puis que je faisais attention. Tu sais, elle m'a vu aussi de 2000 à 2008. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. Puis, bref, quand j'ai embarqué là-dedans, j'avais son appui à 200%. Puis moi, j'ai fait la promesse en lui disant, je vais pas nuire à la vie de famille. Donc, la manière pour moi, ça a été de courir tôt le matin. Et c'est ça, j'ai commencé à me lever, je me levais à 4, puis à 4h30, 5h, je partais, j'allais courir. Donc, la fin de semaine, tu sais, j'allais courir, mettons, de 5 à 7, de 5 à 8. Quand j'arrivais, les filles se levaient, puis on écoutait Bonhomme ensemble, on déjeunait, puis on faisait notre vie de famille. Ça affectait-tu ton énergie pour le reste de la journée au début? Pas du tout, parce que moi, j'adore ça, me lever tôt le matin. Ouais. C'est ce que je fais maintenant pour écrire. Puis me coucher tôt, j'ai pas de trouble. Moi, à 9h30, 10h, là, si je ferme les yeux à 10h puis je dors 4h le matin, je suis... T'es pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. Non, j'ai pas besoin de mon 8h flush puis tout ça. Puis graduellement, t'es parti de ça en 2008 à toujours essayer de repousser un petit peu plus. Oui, à monter la je suis allé vite parce que moi, quand j'ai découvert... Tu sais, j'ai commencé à courir pour me remettre en forme, comme pas mal tout le monde le font. Là. Je pensais même pas faire de course officielle. J'avais aucune idée de... Tu sais, je vais-tu faire des courses ou pas? J'avais pas l'intention de faire ça. Puis à un moment donné, plus j'ai commencé à courir, en 2006, je me suis entraîné pour la série Le 7e round. Ouais. Donc là, j'ai eu à toucher un entraînement d'athlète, d'élite. Là. Je me suis entraîné avec... C'est ça, je me suis entraîné avec l'équipe d'Yvon Michel. Puis à l'époque, c'était Jean-Pascal qui commençait à boxer. Tu avais encore David Lemieux qui avait 17 ans. Il allait passer professionnel. Antonin Descaries, tout ça. Ça fait qu'on s'entraînait avec cette gang-là. Ça fait que là, j'ai touché à un entraînement de niveau professionnel. Élite, c'est ça. Donc, 2 heures le matin, 2 heures le soir, à se pousser. Et j'ai vraiment trippé. Et c'est un peu ça qui m'a allumé. Puis quand j'ai vu qu'il existait des courses de 160 km, étant un petit peu... excessif. Je suis allé là. Ta première course de 160, tu sais, parce que évidemment, j'ai des réactions comme moi j'ai. Tout le monde à qui tu parles doit en avoir. Enfin, voyons comment ça se peut. Comment tu t'entraînes pour ça? T'sais, dans le sens où, c'est quoi le build-up? Moi, honnêtement, j'aime ça être libre de faire ce que j'ai envie quand je m'entraîne. J'ai jamais pensé à de la performance pure dans la mesure où je suis pas un coureur rapide naturel. J'ai des amis, moi, qui ont jamais couru, puis sont embarqués sur un demi-marathon, puis ils ont fait ça en 1h30, puis tu fais comme, OK, moi, non. T'sais, mon premier demi, c'était quand même respectable. Je l'ai fait en 1h49, je pense, ou 1h50. C'est très bon là, pour un premier, mais je suis pas rapide. Je suis pas quelqu'un, même si je m'entraînais à vouloir faire un marathon en 2h15, ça arrivera jamais. Donc, moi, ça a toujours été au feeling, comment je me sens. Puis ça a été un build-up de kilométrage par semaine. Et avec la vie de famille, c'est ça. Je me suis rarement rendu à des semaines de plus hautes que 120, 130 km par semaine. Et souvent, ça incluait une course d'ultra, genre un 50 km, un 65. Je connais des gens qui, eux autres, font puis c'est des coureurs d'élite, mais ils se montent des semaines de 200 km. Fait que plus tu passes de temps sur tes jambes, même des fois, je vais m'entraîner au Mont-Saint-Hilaire, puis je fais plus de la rando que de la course, tu sais. Je vais pratiquer au dénivelé. Je vais marcher beaucoup dans les côtes, je vais descendre, je vais courir les bouts qui sont plus roulants, je vais courir les descentes dans les côtes, je me force à toutes les marcher avec un bon rythme. Puis je passe 2-3 heures là-dedans, tu sais, donc ça fait j'ai pas un kilométrage énorme, mais j'ai du temps sur mes jambes. Tu fais ça, tu passes à travers un exploit physique comme celui-là, ça te forge le caractère. Oui. Tu sais, après ça, tu as l'impression que tu peux t'attaquer à n'importe quoi ou t'es fait fort, tu peux n'importe quel obstacle qui t'arrive, que ce soit physique ou pas,
t'as travaillé, ta tête est prête à passer à travers un moment difficile. Oui, je pense que en fait, c'est à double tranchant, c'est que quand j'ai fini le 335, le Bigfoot dans l'État de Washington, après ça, t'es convaincu que tu peux tout faire. Ça fait que là, même, t'es peut-être un petit peu trop convaincu. Ouais. T'es toujours ramené à l'humilité la course suivante quand tu dis, ah, il n'y a rien là, moi, l'autre, je l'ai eu, pas de problème, puis tu te fais rappeler à l'autre, ce qui est très, très bien. Il faut toujours rester un peu, faut rester humble par rapport à ce qu'on fait, puis je fais pas ça comme pour show-off, là, c'est vraiment moi par rapport à moi, mais on a une tendance à s'emballer puis à se dire, oui. Écoute, j'ai fait ça, je peux tout faire. Mais en même temps, oui, ça permet de relativiser les choses, de voir que, tu sais, ces courses-là, c'est pas linéaire dans le sens où ça va bien, puis c'est pas long que ça va aller mal, puis après ça va revenir bien aussi. Ça fait qu'il faut toujours négocier à travers ça. Comme un parallèle avec la vie. Avec la vie, c'est ça. Que la tempête va passer, puis que même le bon moment va finir par passer aussi. Ça. Fait que quand, tu sais, à un moment donné, il y a comme il y a un écriteau que j'avais vu sur une course dans l'État de New York, puis ça disait quand ça va bien dans un ultra, faites-vous-en pas, ça va finir par mal aller. Mais c'est très vrai parce que cette pancarte-là est à peu près à 20 km au début de la course, puis t'allies, puis tu ris, puis tu fais c'est drôle, mais genre 5 km après, t'es à terre, puis tu fais te lâcher, tu sais. Mais sauf qu'à l'inverse, c'est vrai aussi, c'est quand ça va mal, ben si tu t'accroches, ça va finir par bien aller. Puis effectivement, c'est la vie est faite de même. Puis si le parallèle est là, et c'est ça, c'est quand tu passes à travers ces courses-là, t'es avec toi, t'apprends à te parler, t'apprends à voir, tu sais. J'ai vu, moi, les moments où j'étais sur le point de lâcher, puis j'ai vu les fois où j'ai abandonné, pourquoi j'ai abandonné. Ouais. J'ai arrêté de croire en moi, j'ai arrêté de croire que j'étais capable de m'accrocher. J'ai commencé à trop, tu sais, il est arrivé une course dans l'Utah, qui était une course de 380 km, l'année d'après, en 2017, où là, tu vois, c'est là que j'ai fait l'autre année passée, je suis correct pour celle-là. Je m'étais entraîné correct, mais pas plus que ça. Mentalement, j'étais pas super prêt. Puis à un moment donné, j'avais de la difficulté, puis là, il y a des gens qui me dépassaient. Puis là, je commençais à trop regarder l'extérieur, à trop faire. Comment se fait que lui me dépasse? Comment se fait qu'elle est déjà là? Là, tu perds ton focus. Là, tu perds le focus, puis tu perds tes repères, puis tu perds tout. Puis j'ai fini par débarquer, tu sais. En me disant, ben j'avais mon temps, c'est le début du tendon, mais là, ça, je le considère maintenant comme une excuse. Comme c'est regarde, je l'ai l'excuse, j'ai mal à mon tendon, ça va me sortir, mais avec le recul, je suis assez honnête pour dire, non, physiquement, j'étais correct, mais mentalement, j'étais pas dedans. Après, faut que tu sois mindé, tu sais, puis faut que tu sois pas juste la veille, tu sais, il y a, c'est quoi dans les plus grandes difficultés que t'as rencontrées dans une de ces courses-là? T'sais, tu vois-tu des gens tomber au combat? T'en vois-tu qui... T'sais... Non, c'est pas... En fait, je te dirais, puis c'est pas pour rire c'est pas pour diminuer d'aucune façon les gens qui trébuchent, puis là, trébuchent métaphoriquement. Là. C'est pas quelqu'un qui tombe à terre devant moi dans une trail, c'est sûr, je m'arrête, puis je vais l'aider, puis je vais rester avec jusqu'à temps qu'on... Mais... en fait, ça va me donner un peu de force de voir que quelqu'un lâche parce qu'il est brûlé, parce qu'il est plus capable. Ben, je vais comme me servir de ça pour dire non, moi, je vais pas casser. Tu sais, je vais pas. Les plus grosses difficultés dans ces courses-là, c'est toi par rapport à toi. Ouais. Je pense que. Tu sais, moi, j'aime ça quand il pleut, j'aime ça quand il fait chaud. J'aime ça le terrain qui est difficile, tu sais, j'aime ça être là-dedans, mais le plus gros danger, c'est toujours soi-même. Parce que soit on est trop cocky puis on va prendre des risques, soit on arrête de se faire confiance, soit on... Fait que c'est toujours ça, là, le plus gros risque. Qu'est-ce que tu transposes dans la vie de tous les jours, tu sais, de ce que tu apprends, les principes, mettons, que tu apprends ou que tu appliques dans les courses qui te servent dans la vie de tous les jours? Ben, c'est d'arrêter c'est de trop réfléchir. Tu sais, c'est correct de faire les plans, puis de se faire un plan, puis de se dire, bon, ben, on va faire ça, puis là, il y a ça qui va arriver, puis c'est rare que ça tient le coup tout le temps dans la vie, comme dans la course, c'est... donc, d'être capable de un moment donné aussi, puis de se dire, quand tu prépares ces courses-là, quand tu prépares
une audition, quand tu vas commencer un nouveau tournage, quand tu commences une nouvelle job, quand tu te lances dans la vie, quand il y a des nouvelles choses, ben, tu sais, on prépare les affaires, puis dit, OK, là, je vais avoir ça, puis j'ai besoin de ça, puis là, je vais avoir ça, puis si jamais ça lâche, ben, je vais pouvoir... Mais à un moment donné, là, OK, lâche prise, lance-toi, vas-y, aie confiance, fais-toi confiance. Puis c'est comme ça dans la vie aussi, tu sais, à un moment donné, t'as beau lire 200 fois ton texte, tu le sais, ton texte, tu le sais, là. Respire-le maintenant, ferme tes yeux, respire, va à l'audition, fais-la. Ça se peut que ça aille pas bien, mais fais-toi confiance, vas-y, t'es capable, tu le sais, tu l'as. La nouvelle job, ben c'est ça, c'est oui, d'être inquiet, d'être nerveux, d'avoir du stress, mais en même temps d'être capable de s'asseoir là-dessus puis de dire je sais ce que je vaux, puis je vais y aller, puis je vais me lancer. Puis... Il y a un solide apprentissage sur le contrôle de ses émotions. Oui. Puis d'être capable de te parler quand tu as la pression, quand tu as le stress. La panique, elle vient, tu la... Puis ça arrive dans la vie, tu sais, avant un show de théâtre ou avant dans plein d'occasions. Hein. Ben, il y avait une affaire, je me rappelle, dans la série Lost, au début, un des personnages principaux qui était un chirurgien parlait avec la fille, puis il dit, moi, quand il arrive de quoi en chirurgie, puis que c'est sur le bord de déraper, je me donne 3 secondes pour paniquer. Puis après ces 3 secondes-là, je ferme la valve, puis je fonce. Ben, je trouve que c'est intéressant, tu sais. À un moment donné, tu sens la panique monter, là, puis tu fais comme, OK, là, ça va pas bien, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas bien. Ouais. Non, ça va pas bien. OK, bon, maintenant, ça va bien aller. On règle l'affaire, puis on y va, tu sais. Fait que ça s'applique bien dans la vie aussi, là. De voir que, OK, on est dans une passe qui ça branle un peu, là, ça va pas... les fondations sont pas solides, là. Maintenant, on se ground, puis on se reprend, puis on passe à travers. C'est drôle, j'avais écouté... j'ai écouté un masterclass sur les astronautes. Écoute, j'étais parti sur une lancée d'écouter des masterclass, puis... Ça parlait de quand ils arrivent dans la station spatiale internationale, il y a une alarme en particulier qui peut sonner. Puis à partir du moment où ça sonne, ça peut arriver à tout moment, ça veut dire qu'il y a une valve qui est ouverte ou peu importe, il y a un pépin. Et tu as le temps de prendre une dernière respiration. Après ça, l'air devient toxique. Fait que tu as à peu près, grosso modo, 1 minute et demie, 2 minutes peut-être pour aller régler le problème, pour rééquilibrer la situation. Fait que il y a souvent, quand il y a des situations stressantes, c'est niaiseux, mais je me dis... ça va être un peu space, mais comment un astronaute réagirait? Tu sais, quelqu'un qui est vraiment... qui vit un stress intense, mais qui sont capables de l'intellectualiser, puis de s'assurer de garder un certain recul ou une perspective loin de juste l'émotif. Puis ça me permet on dirait, d'agir un petit peu plus intelligemment. Tu sais. Oui. Le sport est extraordinaire pour ça, puis je dis plus petit niveau parce que le foot, c'est un sport d'équipe. L'intensité du training était différente que le tien. Mais la beauté du foot, c'est que tu dois jouer. On a 5-6 pratiques par semaine plus le match, mais tu joues dans toutes les intempéries. Oui. Et la beauté du sport, c'est que ça te fait pratiquer la constance, je trouve. Des journées, tu vas filer off. Des journées, tu vas avoir mal au ventre. Des journées, tu vas avoir mal à la tête. Tu vas être down. T'en as pas d'excuses. Il y a des coéquipiers qui comptent sur toi. Tu t'en vas faire ta pratique. Comme tout le monde, il y a du monde qui compte sur toi puis tu as un job à faire. Puis je trouve que ça, c'est tellement formateur pour la vie de tous les jours. Ben oui. Les matins, tu te lèves, oui. tu t'es peut-être chicané avec ta blonde, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie personnelle. Tu sais même pas capable de mettre le doigt sur ce qui se passe, mais tu y vas puis tu le fais quand même. Ça veut pas dire de devenir un robot puis de pas adresser ce qui te gosse, mais c'est d'être capable de rester productif et fonctionnel malgré ce qui se passe à l'extérieur, tu sais. J'imagine que tout ça t'aide aussi dans ta réalité. Tu sais. Oui, ben absolument. Puis moi, ça m'a manqué de pas faire... J'ai pas fait de sport d'équipe. Je restais au Lac-Saint-Joseph à la campagne, puis dans les années 70, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un aréna à Sainte-Catherine, le village ou pas loin d'où j'habitais. Mais à cette époque-là, l'aréna était à Pont-Rouge, je pense, ou à Saint-Raymond, je me rappelle plus trop. Puis c'était quand même loin pour... mon père était souvent absent. Ma mère, ça ne tentait pas de se lever à 5 heures le matin, le samedi, pour m'amener à l'aréna, à l'autre bout du monde. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas... mais ça m'a manqué quand même de pas faire partie d'équipe de sport. Ce qui fait que je suis quand
quand même assez loner. C'est pour ça que j'aime les sports qui sont plutôt individuels. J'ai fait beaucoup de planches à voile quand j'étais jeune parce que, bon, j'étais sur le bord de l'eau. J'étais pas un gros tripeux de ski de fond comme beaucoup de jeunes, là, tu sais, quand on raquette ski de fond, quand on est dans les années 70, en tout cas, je me rappelle que c'était pas 70-80, là, c'était pas ben hot. Mais le sport d'équipe, je comprends absolument ce que tu me dis. Puis oui, ça m'a manqué. Maintenant, moi, dans mon entraînement, l'affaire qui me sauve, c'est vraiment la discipline. Puis c'est pas la motivation, c'est de la discipline vis-à-vis de toi-même. Parce que des fois, je fais des conférences, puis je le dis, tu sais, la motivation, c'est un beau mot. Qui est surutilisé aussi. C'est important, mais pour moi, ça vaut pas grand-chose. Ça dure une journée, une semaine, un mois. Que ça soit pour te mettre en forme, arrêter de fumer, la motivation. Ça va être peut-être la petite flamèche, mais c'est la discipline. Il faut tout de suite que tu te disciplines. Parce que sinon, si tu y vas juste avec la motivation, la même affaire pour l'écriture, ça mènera nulle part parce que tu vas être motivé, c'est ça. Tu vas te lever 3-4 matins. OK, j'écris mon livre. OK, je vais m'entraîner. OK, j'arrête de fumer. Et après ça, un moment donné, oui, ça va passer parce qu'un matin, tu vas filer croche. Je fais, comme tu dis, j'ai mal au ventre. Ou tu te vends des excuses. Oui, ben c'est naturel. Tu peux mal à la gorge, fait que je n'irai pas au gym. Non, vas-y, parce que tu as mal à la gorge. Peut-être que ça prépare quelque chose de pire. Puis ça te tente pas. Il y a des matins que ça nous tente pas d'y aller. Mais c'est rare qu'une fois que tu l'as fait, tu le regrettes. Jamais. Jamais. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, on va ouvrir les réseaux sociaux, on va regarder, puis c'est des motivational speakers partout. Puis la motivation, puis c'est quasiment un point tel où t'as un peu honte si t'es pas motivé à te prendre en main ou à faire des objectifs ou à avancer. Puis t'as raison, puis j'étais à la même place que toi. La motivation, t'en auras pas à tous les jours. Je suis dans une période ces temps-ci où ça me tente jamais d'aller m'entraîner. Mais j'y vais pareil parce que justement, après ça, je le regrette pas. Je suis content de l'avoir fait. Puis quand t'as passé à travers une activité qui ne te tente pas de faire, mais que tu sais qui est bon pour toi, il y a quelque chose qui vient avec ça. Mais mon point aussi, c'est rapidement, ça va être la discipline, l'éthique de travail, la routine. Puis la routine, c'est bon dans plein de... On est des créatures d'habitude, les humains. Fait que si moi, j'ai ma routine matinale. Fait que si je me lève le matin, puis j'ai instauré cette routine-là depuis des années et des années, que ça te tente ou que ça te tente pas, le matin, c'est un automatique. C'est ça. Tu vas faire ta routine, puis après ça, tu retombes dans tes pantoufles. Un petit peu, tu nous donnes une chance, en tout cas, de le faire. T'es excessif. En tout cas, tu l'es dans ce niveau-là. L'es-tu dans d'autres sphères de ta vie? Ben, je l'ai été. J'ai eu des périodes. Là, j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 1 an et demi. Là, depuis quelques temps, j'ai réintégré. Hier, c'était la fête à ma deuxième fille, Simone, qui a eu 18 ans. Puis, dans ces occasions-là, je réintègre un verre de vin rouge. Mais j'ai arrêté, ça fait 1 an et demi. Tu avais arrêté pour quelle raison? Parce que j'y allais trop fort. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais quand je l'échappais, je l'échappais solide. Et je réalisais même que avec ça venait la fin de semaine, une bière, un verre de vin de trop, puis le lendemain matin, j'avais l'effet comme si j'avais viré la cuite du siècle. D'une façon dépresseur. Là. C'est vraiment l'alcool, c'est un dépresseur. Puis je me levais le matin, puis j'avais l'impression d'être tout croche, puis de pas. Puis j'étais plus bien là-dedans. Là, puis je réalisais que si j'allais faire des trucs Salon du Livre à Québec ou tout ça, ben première occasion que j'allais m'acheter de la bière dans ma chambre, 1 bière, 2 bières, 3 bières, je vais souper, 3. Puis à un moment donné, je fais je suis tanné, là. J'ai plus le goût de ça. Là. Pourquoi? Ça sert. Ça va vite. Ça m'apporte rien dans ma vie. C'est sournois. Puis le sport. Tu sais, j'ai parlé souvent de mon histoire à moi, puis Dieu sait que ça me parle, ça, mais puis bravo d'avoir eu la présence d'esprit de toi-même, de faire comme, hey, il faut que je prenne un verre. Moi, je t'ai rendu le bras dans tordeur too much, mais j'ai jamais, c'est ça que j'expliquais à du monde, moi, j'ai jamais pris une bière au souper. Tu sais, juste, je m'ouvre une bière, je buvais pas, parce que je m'entraînais. Puis la bière, ça va me déshydrater, c'est des carbs qui sont vides, à quoi ça me sert de prendre ça? Fait que je vais me priver.
Puis là, quand je peux me permettre de prendre une coupe de verre, parce que j'ai pas de training le lendemain matin, là, je compense pour toutes les semaines et mois où je me suis privé. Puis ça, en soi, c'est un espèce de comportement alcoolique, une espèce de récompense. Tu sais. C'est de faire, là, je peux y aller. Tu sais. Puis toi, t'as arrêté cold turkey par toi-même? J'ai arrêté. Puis tu vois, à un moment donné, j'ai vraiment eu la réflexion de me dire, il faut que j'arrête parce que ça va mal finir. Mm-hmm. Ça va mal finir. Soit je vais me tuer, ou soit je vais faire un accident, ou soit... Puis j'étais très conscient de ça. Pas que j'avais un comportement dangereux, mais j'ai fait, ça va mal finir. Fait que arrête, c'est stop, c'est fini. Là. Mais ça, c'est beau parce que donné, tu te connais. Oui. Puis ça vient avec l'expérience aussi d'apprendre à se connaître puis de voir où ça peut mener. À un moment donné, faut que tu ailles. Puis je pense que ça, c'est les courses. Moi, il y a 3 affaires. Je la rencontre avec ma blonde Nathalie, la naissance de mes filles, puis ma remise en forme en 2008, là, à mes 40 ans. Ça a fait de moi un meilleur homme. Ces 3 événements-là, ces 3 événements-là dans ma vie. Puis ça m'a... J'ai été obligé de m'installer, de me jaser avec moi-même. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à faire des ultramarathons, pour me parler, pour l'entraînement. À un moment donné, à la fin des années, autour des années 2008-2010, j'étais pas heureux dans mon métier. Tu te ma question. J'avais pas de plaisir. Ça a duré même une période, je te dirais, ça a duré jusqu'en 2015. Là, j'ai eu le Blue Moon, puis j'ai trippé, mais après ça, j'ai eu un autre trou, puis j'ai fait Colin, tu sais. Fait que j'étais comme... Mais il y a une période où j'étais désabusé, j'étais amer, j'étais même jaloux de certaines personnes. Puis j'étais pas heureux là-dedans. J'étais pas heureux dans mon métier, puis j'étais pas heureux d'être ça. De devenir cet acteur-là. Parce que j'en ai vu des acteurs plus vieux que j'avais beaucoup de respect, puis que j'ai travaillé avec, puis ils arrivaient sur le plateau, puis ils chialaient, puis ils grognaient, puis les textes sont pas bons, puis c'est ici, puis c'est... Puis j'ai fait, hey, je suis en train de devenir ça, moi, là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a des jeunes acteurs, actrices qui commencent, puis j'ai comme... Ben là, tu sais, qu'eux autres, ils sortent des écoles, ils t'ont vu, ils ont comme... Tu sais, ils sont un peu comme... Ils te regardent, puis comme moi, je regardais Rémi Girard, Gilles Renaud, je regardais les grands qui étaient là, puis qui m'ont enseigné, puis avec qui je me... Puis là, je fais, ben, j'ai un peu... Puis je deviens ça, moi, je suis en train de leur montrer que... C'est ça que je leur montre comme exemple. C'est ça que je leur montre, puis ça a fait, non, ça marche pas. Fait que tout ça, ça a été beaucoup avec la course, puis de jaser avec moi-même, de me parler, de me regarder en pleine face, qui m'a amené justement, quand ça a été le temps de prendre une décision avec l'alcool, ça a été, ben, là, man, regarde-toi, puis... Quand t'en reprends, de temps en temps, tu mentionnais que tu as pris un verre... j'y vais, là. T'es-tu ses breaks? J'ai les 2 pieds sur le frein. Ah ouais, hein? Ouais. Tu calcules-tu? Tu fais... Ben là, je prends un verre. Tu vois, hier, on est arrivé au restaurant, tout le monde a pris un cocktail. Moi, je me suis pris un Virgin Caesar. Ouais. Je bois d'ailleurs la typique aussi aux fêtes. Les boissons, je trouve qu'il y a quelque chose avec le sans-alcool qui est formidable présentement. Il y a une explosion. Une nouvelle catégorie qui s'ouvre. Là, les bières sans alcool. Moi, je suis un amateur d'IPA, entre autres. Puis il y a un choix au Québec de bières sans alcool dans les microbrasseries qui est formidable. C'est fou parce qu'il y a quelques années, il y avait écoute, je me souviens, une des premières, c'était la Beck. La Beck sans alcool. Ouais. Puis, écoute, ils ont peaufiné eux-mêmes le goût, là, mais c'était loin d'être glorieux. Tu n'avais pas envie d'en boire une deuxième. Là. Non, puis là, maintenant, je te dirais que si j'arrive dans une place puis je demande une bière sans alcool, puis s'ils me disent qu'il y a de la Heineken ou de la Beck, je vais dire, un Coke Diet, ça va faire pareil. Ouais, là, ou un Perrier. Là. Non, il y a un bel éventail. Ouais, maintenant, fait que ça tu sais, je prends un verre, un cocktail, je suis pas très cocktail, mojito puis tout ça. Là, fait qu'un Virgin Caesar, c'était parfait. Puis après ça, eux autres, ils finissaient leur drink. Puis il y a personne qui a pris de vin. Je dis, je vais me prendre un petit verre de rouge. Puis je l'ai bu bien mollo. Ouais. Puis c'est parfait, mais je sais break, tu sais. Ah ouais? Après, moi, je connais ça, tu sais. Puis j'étais à un autre, peut-être à un autre niveau, mais moi, j'avais arrêté de boire de l'alcool pendant un bon bout de temps. Puis après un an, sans boire, mes choses s'étaient replacées. Entre les 2 oreilles, ça allait bien. Puis là, je me suis vendu l'idée. Parce que moi, c'était un tremplin vers la coke. C'était un tremplin vers d'autres substances. J'avais besoin, moi, je n'ai jamais été un gars de potes puis des affaires. J'ai besoin de substances qui vont m'allumer.
Je veux être on, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin... C'est foiré, tout dans la performance tout le temps, tu sais. Puis après un an, je me suis dit, ben, je veux plus jamais toucher à de la drogue, mais je vais me permettre de prendre un verre. Fait qu'avec Mike en haut, tu sais, débouche une bière. Puis là, on t'a mis en garde pendant un an, la rechute, t'as l'impression que dès que tu ouvres ta bière, ça va. Les ténèbres vont sortir. Rien qui se passe. Je prends ma petite bière, je prends une deuxième, c'est réglé. Mais là, moi, ça s'était installé. Puis en dedans de 2 semaines, j'étais reparti. Ah ouais, c'est reparti. Sur le même pattern. Fait que j'étais un grave malade en termes de dépendance. Là. Puis j'ai eu honte de ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, j'ai décidé de voir ça comme une expérience. Puis de flipper un peu ma façon de voir les choses. Puis de me dire, OK, je suis chanceux parce que j'en ai vécu une rechute. J'en ai vécu plus qu'une, en toute honnêteté. Là. Mais je sais de quoi ça a l'air. Oui. Puis là, je sais que je peux même pas me permettre ça. Puis moi, je suis pas un gars qui a soif. Fait que c'est fou à quel point l'alcool, pour moi, est aussi dangereux que si j'avais vraiment un enjeu d'alcool. Parce que c'est un tremplin vers d'autres choses. Vers d'autres choses. Fait que c'est vraiment touché. Puis c'est un pattern quand même chez les gens qui sont excessifs. Tu mentionnes que tu es blessé depuis quelque temps. Tu sais, moi, en transition de carrière, mon adrénaline, mon émotion forte, j'allais chercher dans mes games de foot. Tu sais, c'est un peu fucké. Tu t'en vas, entre guillemets, au combat, puis il y a un conflit, puis je veux pas faire de parallèle avec la guerre, mais tu t'en vas, tu te mets à risque. Oui. Il y a des risques de blessures, il y a des risques de paralysie, tu as des trucs comme ça, puis tu t'en vas fesser dans des gars qui sont plus gros puis plus forts que toi. Cette espèce de thrill-là, quand j'ai pris ma retraite, je l'avais plus. Puis je suis tombé dans l'alcool et la drogue parce que ça allait me donner une autre émotion forte. Toi, maintenant, tu n'as pas le luxe de pouvoir t'entraîner comme tu le faisais il y a un an. Tu vas la chercher où, cette petite étincelle-là? Ben, moi, j'ai profité justement d'une période où j'aurais pu, parce que bon, en plus, la pandémie, là, tout arrive dans les 2 dernières années là-dessus. Moi, d'abord, premièrement, c'est ça. Arrêter de boire, j'avais pas tant de problèmes que ça parce que quand j'écris, je bois pas. Comme je me lève à 4 heures le matin, quand j'embarque dans un livre, en général, je me mets à écrire de janvier à avril-mai. Puis ça, c'est 4 heures du matin, tous les matins, 7 jours par semaine. J'écris, puis là, on parle encore de le sortir à l'automne pour le Salon du Livre. C'est ça. Fait que moi, j'embarque, tu sais, je réfléchis à mon affaire. Le monde dit, t'écris un livre? Oui, mais je réfléchis. Puis quand je me mets à écrire, ben, c'est tous les jours, puis c'est de 4 à 7, puis après ça, l'après-midi, je fais des petites corrections, puis le lendemain, ça fait que j'embarque vraiment là-dedans. Ça fait que j'ai toujours arrêté de boire quand j'écrivais, parce que même un verre, va me faire, à 4 heures, j'étais un peu comme blablabla. Ça tente moins. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'était réglé. Maintenant, pendant la pandémie, ben, je sais qu'il y a les gens il y a très peu de personnes qui ont décidé d'arrêter de boire pendant la pandémie. C'est peut-être plutôt le contraire, là. Mais moi, j'ai fait, c'est raison de plus, j'arrête là, puis ça a comme été un défi supplémentaire. J'ai comme vu comme un peu un défi supplémentaire. Puis ça m'a pas manqué. Au contraire, je me suis rendu... La dernière fois que j'ai été hangover puis que je me suis levé le matin puis que je filais pas, on dirait que j'ai comme il y a quelque chose qui a allumé dans mon cerveau là, puis j'ai fait je veux plus ça. Ouais. Je veux plus être de même. Puis c'est dans ce temps-là que ça fonctionne. C'est ça. Quand tu veux le faire pour toi, c'est fucké hein, parce que pendant des années pour les gens qui essaient d'arrêter, tu te dis je vais le faire parce que là j'ai des enfants. Je vais le faire parce que je veux pas perdre ma blonde. Je vais le faire parce que je veux pas perdre ma job. À un moment donné, il faut que tu fasses. Tant que t'es pas tanné pour toi. La cigarette, c'est la même affaire. Ouais. Tu sais, ben c'est ça. Ça a comme fait, je veux plus ça. Puis je suis pas à l'abri d'une rechute, au contraire. Puis je sais, ma blonde, tu sais, puis il s'est rien jamais passé à la maison là, de dramatique. Puis on n'a pas eu de fight, puis il y a pas de... Mais tu sais, elle sait que je peux partir, puis que je peux y aller fort. Là, Fait que puis elle, c'est le concern, c'est ça, tu sais, c'est ta santé, c'est toi, c'est pas le fun, puis tu sais, quand t'es... Non, puis il y a un impact quand même sur il y a un impact sur le monde tout à fait. Puis ton moral, même mes amis me le disent, ah oui, ça paraît. Tu sais, ça juste ton éclat, puis je suis pas quelqu'un qui est down, qui est à terre, tu sais, j'essaie de toujours être, même quand je file pas, j'essaie de montrer, bon, ben, j'ai pas à imposer mon humeur aux autres, mais ils me le disent, ça paraît, il y a quelque chose, il y a un éclat dans tes yeux qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est délicat parce que, tu sais, puis moi, je l'exprime dans la bio que
c'est Marc-André Chabot, je sais pas si tu connais, mais qui est un ancien réalisateur, mais qui est encore réalisateur, mais qui l'a écrit, puis il l'a imagé avec La Bête. Tu sais, moi, j'ai eu de la misère à arrêter de boire parce que la bête que j'avais qui m'a permis, à travers mon côté excessif, qui m'a permis d'atteindre des sommets intéressants, puis de percer, puis de grinder quand tout était improbable, puis que personne n'y croyait sauf moi. Là, cette même bête-là, elle me nuit. Mais moi, du jour au lendemain, je suis supposé y tourner le dos. Ben, Ça marche pas de même. Non, c'est ça. C'est tough. Fait que c'est une espèce de relation amour-haine où, moi, je le sais, je l'ai encore en dedans de moi. Puis le petit démon, il n'est jamais bien loin. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Mais j'ai un côté vraiment fucked up. Je suis un fucké en dedans. Puis je suis un gentil, puis c'est sincère, puis c'est vrai, puis what you see is what you get. Mais en dedans de moi, quelque part, j'ai un espèce de démon que si j'y donne trop d'attention, il va repartir. Il faut que je respecte ça, puis je le garde à distance. C'est fucké. C'est drôle parce que tu me dis ça, puis je me reconnais à 200% là-dedans. T'sais, dans mon dernier livre, Toutes les vies possibles, où je parle beaucoup de moi, c'est vraiment j'ai appelé ça un carnet minimaliste, parce que c'est comme si j'ai pris des notes sur moi-même, puis sans prétention, là, c'est pas une autobiographie, c'est juste que j'écrivais un roman, puis ça venait pas, puis c'est ça qui est sorti. Mais à un moment donné, je parle de la violence que j'ai. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, mais je sais que je pourrais être terrible. Si je laissais, comme le terme de la bête, là, si je détachais la bête que je peux sentir en dedans de moi, là, je veux pas. Non, c'est ça. Pas. Fait que c'est probablement pour ça que je suis pas violent dans la vie, parce que je sais la capacité. Bon, je dis pas que je serais capable de me battre avec tout le monde, mais probablement que je mangerais une méchante volée aussi, mais je veux pas aller là. Je veux pas aller là parce que je le sais, puis c'est la même affaire. C'est cette même bête-là qui fait que après 2 bières, je fais comme, ah non, pas grave, let's go, on en prend un autre, puis là, shooter, puis go, puis ben c'est ça, on a exactement la même. Il vient un temps où, tu sais, puis ça paraît en te parlant que tu te connais. Moi aussi, même affaire, puis je suis surtout entouré de gens qui me connaissent. Oui. Aussi, fait que, écoute, je te donne un exemple. À un moment donné, j'étais en voiture, puis moi, la voiture, c'est encore un endroit où je décante ma journée. Tu sais, j'habite à peu près 40 de minutes de Montréal, entre les rendez-vous. J'ai toujours aimé faire de la route parce que c'est là que je place mes idées, puis que je peux transitionner entre l'Étienne qui travaille et l'Étienne qui le chum puis le papa. Ouais. Puis à l'époque, l'auto, c'était là où je mettais ma musique, puis je me mindais pour mes games de foot. Puis je suis un gars qui fait beaucoup de visualisation, mais j'avais hâte parce que je pouvais me fermer les yeux, ben, pas me fermer les yeux, mais métaphoriquement parlant, puis m'imaginer en train de cogner quelqu'un. Puis ça allait arriver. C'est sûr que j'allais avoir plusieurs opportunités d'un match de frapper ou de me faire frapper. Puis pour moi, c'était excitant, fait que je mettais la musique. Puis maintenant, je dois faire attention en voiture. Parce que si je mets un petit beat trop intense, dedans, je me mets à penser à ça. Puis là, à un moment donné, j'arrive à la conclusion que je joue plus. Qui c'est que je vais cogner? Puis c'est déjà transitionné à quasiment espérer de me faire couper. Tu l'as sa route. Puis là, je suis capable de me voir aller puis faire comme, hey, t'es peut-être dû pour faire un meeting ou pour appeler ton thérapeute ou pour, tu sais, c'est ça. Puis si moi, je m'en rends pas compte, Maïka s'en rend compte. J'ai des amis qui s'en rendent compte, tu sais. D'arriver, là, Maïka, quand elle me regarde aller, elle fait comme, juste dans ton comportement, dans ta façon moins posée de réagir à certains trucs qui ne devraient pas te contrarier autant. Tu sais, hey, appelle donc Bruno, appelle ton tel, tu sais. Fait que il y a une grande valeur d'être entouré de gens comme ça. Ta femme est nutritionniste? Elle est docteur en nutrition. Elle fait plus ça maintenant. Elle travaille à l'INES. Elle vraiment fait des... c'est un peu complexe, là, mais tu sais, l'équipement médical, l'analyse des équipements médicaux pour le gouvernement pour savoir si on peut le donner au grand public sur la RAMQ et tout ça. T'es-tu même by the book au niveau de l'alimentation ou en période de compétition un petit peu plus? J'essaie de faire attention. Tu vois, là, ça, je te dirais que ma discipline, ces temps-ci, mon gros travail est sur... l'alimentation. C'est surtout le soir, les biscuits puis les gâteaux puis tout ça. Parce que sinon,
Non, sinon, je fais très attention. Je fais des jeûnes intermittents. Donc, en général, j'arrête de manger le soir entre, je dirais, 7 et 8 et demi. Puis, je ne mange pas avant 16 heures ou 18 heures le lendemain. Et que le dîner, c'est relativement léger. Je suis pas. C'est surtout le soir que j'ai plus de difficultés. Puis s'il y a puis pourtant, je suis pas une bébite à sucre. Non, je suis pareil. Je tombe là-dedans, là. C'est pas. Moi, ma blonde est raisonnable dans tout. Fait qu'elle, elle va se prendre 2 biscuits aux pépites de chocolat, puis elle est heureuse, elle a un beau sourire d'en face. Moi, ça me prend la rangée, sinon les 2 premières rangées. Sinon, il y a des soirs de même aussi où, tu sais, toute la journée, tu fais attention, tu as l'impression que tu as suivi ton plan alimentaire. Puis arrive 8 heures le soir, puis là, tu tapes 4000 calories avant de te coucher. Puis là, tout de suite après, tu fais really? Hey, j'ai travaillé pour rien toute la journée. Un de mes trainers, quand j'étais aux Alouettes, puis j'essayais de dire ça, je disais, hey, à partir de 8h30, là, pourquoi? J'ai plus de discipline. Je me sens faible. Tu sais, pas faible physiquement, faible dans ma volonté. J'ai plus de volonté. Mais pourquoi? Mais lui m'a dit, couche-toi à 8h15. Mais c'est cave, mais c'est vrai. Tu te couches. Ah, tu y penses plus. Tu y penses plus. Mais bref, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, c'est peut-être que ça parle d'une espèce de carence que tu as dans la journée. Si tu as faim, c'est pas tant normal non plus. Tu sais. Ben en fait, moi, j'ai même pas. Moi, je pense que c'est si on fait attention de ne pas manger de sucre raffiné. Là, ouais. Moi, je mange des fruits, je vais faire de la pub, je vais plugger mes affaires, mais les muesli préparés la veille Olos, que j'adore. Que je représente sur Instagram. Ah ouais, okay. Je suis avec eux autres. Mais explique-moi, c'est quoi? Olos, ils vendent, c'est des sachets. Et dedans, il y a un muesli qui est préparé. T'as plusieurs saveurs. Moi, j'ai érable et arachide que j'adore, mais t'as vanille, t'as chocolat, en apport nutritionnel, ça ressemble à quoi? C'est 340 calories. Là, c'est un déjeuner, en fait. Les gens prennent ça comme déjeuner. Tu peux mettre ça avec un peu tu mets ça dans un petit pot. Tu mets ça avec du lait d'avoine. Moi, je mets du lait d'avoine. J'adore le lait d'avoine. Lait de soya, peu importe. Tu mets ça dans le frigo toute la nuit. Le lendemain, ben, t'as ça. Tu peux rajouter un peu de yogourt, des fruits frais, la banane. Puis tu manges ça. Ça fait que t'as vraiment un déjeuner complet. Mais comme je déjeune pas, moi, c'est souvent mon dîner, en fait. Je me prends ça avec peut-être des fois un peu de légumes, de la salade, 2-3 morceaux de poulet avant. Puis après ça, ben, je me mange ça avec une banane. Puis c'est vraiment, je fais mon reste de la journée là-dessus. Là. Tu parles de sucre raffiné. Je l'ai expérimenté. Moi, j'avais essayé, je m'étais donné un défi il y a quelques années de faire 100 jours sans sucre raffiné. Je continuais à manger des fruits, des légumes. J'avais complètement coupé le sucre raffiné, puis dans une espèce d'élan de folie, j'ai coupé en même temps le pain, les pâtes, le riz, patates, toutes les carbs. Ouais. Sauf ceux des fruits. J'ai fini sans... Écoute, pour la première fois depuis secondaire 5, je me suis retrouvé à 176 livres. J'ai perdu au-dessus d'une vingtaine de livres. Puis, surtout, c'est qu'à la fin du 100 jours, j'étais avec mon beau-fils, je tournais une émission de télé, on était sur un navire de croisière, Feu, les naufragés de l'amour, pour ceux qui ont connu ça. J'ai ouvert un paquet de jujubes, puis c'était comme ma récompense après 100 jours, puis je suis tombé dedans. T'sais, j'ai pris la moitié du sac. J'ai été malade pendant 10 jours. Mon corps a vraiment mal réagi. C'était comme des poignards dans le ventre. L'espèce de choc de réintégrer du sucre. Puis c'est là que je me suis dit, Caroline, le sucre, c'est mauvais pour le corps. Ça m'a turné off de manger des jujubes. Pendant à peu près 1 an, je me suis dit, il faudrait que je me fasse le même régime avec les chips, avec les biscuits. Mais non, j'ai réalisé à quel point c'est nocif et à quel point ça en est on parle de drogue, ça en est une, ça. Oui. En soi, le sucre, tu sais. Ben, tu vois, puis moi, c'est vraiment, tu sais, l'après-midi, là, je vais pas faire, OK, je vais me prendre manger de biscuits. Jamais, là. Ça me vient même pas à l'esprit. Ouais. Puis là, on mange le souper, puis là, je fais, moi, mon problème, ça a souvent été les portions plus que qu'est-ce que je mange. Ouais. Il y a une époque, comme acteur, je faisais moins attention en tournage, je mangeais à peu près n'importe quoi. Maintenant, sur les plateaux, soit je m'amène un lunch, du thon, des affaires comme ça, j'amène mes fameux holos, ou je vais aller m'acheter parce que c'est facile de tomber dans le craft avec les barres de chocolat. Ben oui, puis il y en a plein. Ça fait que ça, là, je suis rendu pas mal meilleur là-dedans. Mais le soir, tu sais, je vais souper, bon, OK, j'ai une portion raisonnable. Je vais prendre, moi, j'adore le yogourt, ça fait que je me prends un yogourt, puis yogourt nature, je rajoute un peu de cassonade dedans, puis tu sais, ça fait mon bonheur. Mais je finis ça, puis là, ça fait comme, bon, oh, les biscuits. Ouais, c'est ça. Pourquoi? J'en veux pas de biscuits. Mais je suis comme, là, je vais en prendre 2. Puis tu sais, la pandémie 4, aussi, là, quand t'es chez vous pendant des longues heures, tu sais, comme tout le monde, je me retrouvais à... J'étais m'emmerde. Oui.
ouvre le frigo, Qu'est-ce va dans la qu'il y a? garde-manger. Ouais. C'est qu'il y a à manger. J'ai même pas faim. Non. Puis c'est drôle parce que ça a été un sujet délicat ici sur le podcast quand on parle d'alimentation. Puis on dirait que les gens, des fois, sautent au scandale. Puis on n'est pas en train de se prononcer sur ce que vous devriez faire ou pas. Mais Non, c'est ça. moi, ce qui fonctionne pour moi, puis mon alimentation est vraiment axée vers... Je veux avoir le plus d'énergie possible dans ma journée. Fait qu'il faut que je mange des aliments qui vont me permettre de bien digérer. Je sais que moi, je suis un gourmand, fait que sur l'heure du midi, je dois diminuer mes portions. Parce que si je mange vraiment à ma faim, ou en tout cas à l'impression que j'ai de ma faim le midi, je crash en après-midi. Fait que c'est des petits patterns comme ça. Puis moi, j'ai trouvé le moyen de me truquer un peu. Par exemple, je me suis dit, ce soir, j'ai envie de me taper un gros steak. T'sais. Fait que j'essaie de... Quand je mange du pain, je m'endors après. Ouais, moi, c'est pareil. Là. Mais j'ai besoin de me sentir bourré. Quasiment de me sentir gavé un peu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire exploser mes portions de protéines puis de bons gras que je vais prendre, puis je vais en manger jusqu'à ce que j'aie le sentiment de satiété. Ouais. C'est ça. Fait que c'est les petits trucs que moi j'applique ou que j'essaie d'appliquer parce que moi aussi, ça demeure un défi, mais Colin, c'est bon, des fois pareil, le sucre. Le sucre, mais le pain, moi j'adore le pain, mais j'en mange comme toi, j'en mange pas. Je déjeune pas, entre autres, à cause de ça. Ouais. Parce que céréales, pain, premièrement, du pain blanc, même du bon pain frais. Ma fille, elle a travaillé à la boulangerie pas loin de chez nous, puis c'est là qu'on va chercher du pain, puis je trouve ça sent bon, j'aime ça. Puis moi, du pain juste avec du beurre dessus, c'est le bonheur total. Mais c'est parce que je mange la miche au complet. Puis après ça, je veux me coucher par terre, puis je bouge plus de là pendant 2 heures. Puis je le comprends, le principe, puis j'en avais parlé à la radio l'autre fois, puis c'est Mel qui me disait, ben vas-y juste équilibrer. Impossible. Je peux pas. Impossible. Je suis pas comme ça dans rien. Ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, moi, je me connais moi. J'ai beau essayer, puis c'est drôle parce que, Caroline, pas plus tard que lundi, puis moi, le lundi, c'est ma journée sacrée. Je me dois d'avoir une journée, entre guillemets, parfaite pour bien kickstarter ma semaine. Mais lundi, le beau-père est arrivé, puis il a fait son pain, il a fait un pain turc, c'était comme un peu quadrillé, puis c'était écœurant avec des petites... genre, c'était un peu salé, même, tout un sac. Fait que j'y ai goûté, tu sais. En même temps, je me suis permis de le faire. Mais après ça, le reste de ma journée était scrap, là. Tu sais, je me suis dit, j'ai pris du pain au dîner. Fait que je suis aussi bien. Ça, c'est la pire affaire quand on fait ça. Là. J'ai de la misère à me ramener. Ouais. Mais c'est pas évident. Est-ce que tes filles, je sais qu'ils sont rendus à l'âge adulte, mais est-ce qu'ils suivent tes traces au niveau de l'entraînement, au niveau de ton jeu de comédien? Est-ce que... Non, pas du tout. Pour ce qui est de la carrière, ma grande est en sciences infirmières. Elle travaille au CHUM. Et elle est heureuse là-dedans, c'est ça qu'elle veut faire, puis on le voit, elle est heureuse, puis on voit qu'elle est à sa place. Puis tu sais, ça se reflète, ses stages, les notes de stage qu'elle a, puis ça, je veux dire, elle est dans son milieu. Simone, qui a eu 18 ans hier, veut elle aussi peut-être aller vers cette carrière-là. Marion a 13 ans, bon, elle est encore, elle, à un moment donné, c'était pompière ou policière ou... là, ça change, mais à cet âge-là. changé. Secondaire 2, 3. Ça va être en secondaire 1. Fait que, elle a vraiment le temps de. Elle est très sportive. Marion a fait de la ringuette. Elle est dans le A en ringuette. Puis là, elle joue au volleyball. Elle est dans l'équipe du collège du Rocher. Donc, elle est très, très sportive. Elle est très bonne. Elle est douée dans les sports. Tu lui donnes quelque chose, puis tu te regardes aller, puis tu fais comme, wow, OK. C'est une naturelle dans plusieurs sports. Moi, j'ai comme. Simone a fait beaucoup de patins artistiques, puis Julia, ma plus vieille, elle a joué à la ringuette aussi. Elle joue encore cet hiver, mais c'est plus dur maintenant avec les études, Moi, j'ai pas voulu les écœurer avec la course. J'ai pas voulu les écœurer avec l'entraînement. Je pense que mon exemple que je donne et parle plus fort que si je faisais faites ça, Simone a commencé à courir, puis elle m'a dit cette semaine qu'elle voulait faire peut-être le 10 km du marathon de Montréal à l'automne. Je suis super heureux. Puis, tu sais, elle y va. Des fois, même un matin, je pense que c'est hier matin ou avant-hier, je m'en allais, il fallait que je parte, je suis allé courir. Puis, il était tôt, il était 7h, j'arrive à 7h30, puis
la porte s'ouvre, ma blonde est là, puis Simone elle est là, toute rouge, habillée, puis je dis, t'en vas courir? Elle dit, non, j'arrive, on aurait pu y aller ensemble, tu sais. Oui. Mais je suis parti comme un petit peu plus tôt qu'elle. Donc, elle le fait, puis elle le fait tôt le matin avant d'aller à l'école, puis tout ça, puis je vois qu'elle commence à aimer ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est parfait, moi, je laisse ça aller, puis elles savent qu'elles doivent faire attention là-dessus, puis pour moi, c'est important qu'elles fassent du sport. Ça a toujours été ça depuis qu'elles sont petites. Puis elles ont toujours fait ça, puis elles se tiennent en forme. Julia s'entraîne, j'ai un mini gym dans le sous-sol, là, avec la base. Mais je crois beaucoup au sport chez les... Écoute, Anna, ma grande qui a 8 ans maintenant, nous autres, on a un petit gym avec un petit mur d'escalade, des anneaux pour espèce de Ninja Warrior, puis on s'entraînait ensemble. Elle bouge, elle s'amuse. Mais il y a des belles leçons à enseigner là-dedans. Moi, j'aimais beaucoup le petit mur d'escalade parce que au début, ma blonde était là, achète un harnais. Je dis, non. Je veux que le plafond monte jusqu'à 11 pieds. Mais je la check. On a mis des coussins, mais je voulais lui enseigner à, quand elle panique, trouve une solution. Respire. Oh, oui. Travaille ta respiration. Puis c'est un sport qui est calme. C'est un sport qui est analytique. Puis je trouvais ça le fun de lui enseigner ça. Puis il y a aussi le volet, puis nous autres, le plus vieux, mon beau-fils va avoir 14 cet été. Il y a les influences des amis, il y a les substances, il y a tout ce qui arrive. Puis j'ai l'impression qu'un kid qui grandit dans le sport a peut-être quand même moins de chances de tomber dans certains patterns. Puis c'est peut-être très, très généralisé ma façon de penser, mais je crois quand même qu'à travers les espèces de défis sportifs, puis lui, il a des objectifs, puis c'est le fils de Guillaume Latendresse. Fait qu'il lui veut jouer au hockey comme son père. Mais là, je suis capable d'y expliquer. Bon, tu fais ce que tu veux. Ton training, tu as 13 ans présentement, tu n'es pas obligé de t'entraîner à toujours. Mais si tu veux arriver aux objectifs que tu me dis, voici la formule. Mm-hmm. Après ça, c'est à toi de l'appliquer. T'sais. Fait qu'il y a des belles affaires à enseigner à tes kids à travers ça, sans non plus les écœurer. Sans les écœurer. Puis tu vois, moi, c'est ça. Où j'ai grandi, à la campagne, moi, je restais là à l'année, mais autour de moi, tous mes voisins immédiats, c'était des estivants, ils venaient l'été. Donc, mes amis de l'été partaient en septembre, puis ça m'arrivait d'aller les voir durant l'hiver à Québec, à Sainte-Foy, mais en général, je les revoyais pas avant le mois de mai, juin de l'année suivante. Et l'hiver, j'avais d'autres amis qui restaient pas très loin, mais qui étaient quand même... Puis, il y avait pas grand-chose autour, tu sais. Ça fait que c'est sûr que l'appel de la fumette puis tout ça est de plus se fort, divertir tu sais. d'une certaine façon. Là, Et j'ai l'impression que, oui, effectivement, à travers le sport, puis je dis pas que c'est pur puis qu'il y a pas de consommation c'est pas vrai, on le sait, là, mais il y a quand même le fait que, comme tu le disais tantôt, tu as une équipe, tout le monde compte sur toi. Puis oui, c'est sûr que à un moment donné, ils ont fait des parties, puis on se dévisse, puis c'est normal, là, tout le monde le fait. Mais en même temps, t'as comme... Il y a un effet direct. Il y a un effet direct. Puis tu sais, je le vois, là, Marion, elle avait un tournoi de volleyball en fin de semaine, puis les filles sont dedans, là. Tu sais, puis c'est tout le monde, puis ça s'encourage, puis c'est beau à voir parce que, tu sais, même quand ils font des mauvais coups, qu'il y en a une qui rate sa shot, tout le monde, c'est pas grave, go, à chaque fois, ils se font leur signe. Puis, fait que ça, je trouve ça fort. Fait que oui, ils vont avoir des parties, oui, il va y avoir des occasions, puis on en parle, puis j'ai dit, tu sais, puis il y a un dialogue qu'il faut qu'on ait avec nos enfants, que ça soit ouvert, puis que ça soit... OK, tu vas d'un party, je vais aller... Tu sais, la première fois que j'ai acheté de la bière à Julia, ma blonde était comme, voyons, t'as pas fait... Oui, mais Nat, si j'y fais pas confiance, si j'y achète pas ces 3 Coors Light, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire au party? On lui dit, oui, il va au party, mais non. Je t'achète pas de bière. Qu'est-ce que tu penses? Trouver ailleurs. Ben oui, puis elle nous le dira pas. Non. Mais là, tu viens d'ouvrir une porte où il y a un dialogue où elle est capable de te dire. Avec ça, oui. Ouais, c'est beau ça comme approche. T'as publié 4 livres. 5 livres. Ouais. Le Territoire inconnu, Boxer la nuit, Sauvage Baby, Les chiens, puis le dernier qui est Toutes les vies possibles, qui est sorti en septembre. Ouais. En septembre, c'est quoi? C'est-tu tout avec le même éditeur? Oui, avec Libre Expression. Avec Libre Expression, ben ouais. Oui. Avec c'est-tu Nadine, ton éditrice? Non, c'est Joanne. Joanne Gay. Joanne Gay qui est solide. Oui. T'as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Ben là, ce qui est bien important, c'est le 24 heures et le 12 heures de course pour la fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Moi, ça fait 8 ans que je cours 24 heures pour eux autres.
il était venu me chercher en 2012-2013, je crois, pour être porte-parole d'une course pour la Fondation du Centre Jeunesse, qui se retrouvait être de la Montérégie, qui se retrouvait être une course familiale. On a fait ça pendant 2 ans, 3 ans. Et à un moment donné, j'ai parlé à Suzy, qui était la directrice à ce moment-là. Écoute, moi, je serais intéressé à pousser l'expérience un peu plus loin, puis faire un 24 heures pour vous autres. Donc, je courais 24 heures solo pour les jeunes. Puis après ça, mettons, je commence le samedi à 8 heures, je finis le dimanche matin à 8 heures, puis après ça, on fait la course familiale pour tout le monde. Ça, c'est ton warm-up. Ouais, c'est ça. Et Suzy a dit, t'es-tu sérieux? Tu vas faire ça? Je dis, oui, on va le faire. Fait qu'on a monté cette petite affaire-là en 2015. Ça a été la première année. Et ça a fonctionné. Puis l'année d'après, on a dit, hey, ça serait le fun de faire la nuit des équipes à relais. Donc cette année, on revient tout le monde ensemble. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que moi, je cours 24 heures tout seul et que les équipes à relais le font dans leur quartier, dans leur petit coin, dans un parc. Ils courent leurs 24 heures, leurs 12 heures de nuit ensemble. Mais là, on revient tout le monde au parc des îles de Boucherville. C'est quand, ça? Ça va être le 18, je regarde vite, le 17-18 juin. Je veux pas dire de bêtises, mais ouais, c'est le 18 juin. Donc, moi, je pars le 18, le samedi 18 à 8 heures le matin. Et les équipes viennent s'installer vers 6 heures le soir sur le site. Puis à partir de 8 heures le soir, vous allez finir tout le monde embarque. Ouais, c'est une boucle qui fait à peu près 6 km. Et on l'a fait tout le temps. On tourne sur le parc des îles. Tu ramasses des sous pour la Fondation en faisant ça? Oui, on ramasse des sous. On a Provigo qui nous back de façon extraordinaire, qui nous donne beaucoup d'argent. Puis je les remercie du fond du cœur parce que c'est important pour moi. Tu sais, moi, parle-moi de la Fondation. La Fondation du Centre Jeunesse, ça vient en aide aux jeunes garçons, aux jeunes filles de l'âge quasiment à la naissance jusqu'à 17 ans, jusqu'avant qu'ils soient adultes et que les centres jeunesse les laissent aller. Des enfants qui sont négligés, abandonnés, abusés, jeunes. Il y a une petite maison tous les matins avant la course le samedi vers 7 heures. Il y a toute une petite gang de petits bonhommes, petites bonnes femmes de 3, 4, 5, 6 ans qui viennent me voir, m'encourager, qui m'amènent un cadeau. Eux autres, ces enfants-là, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils sont vraiment tout seuls. Puis c'est pour ces enfants-là qu'on fait ça. Puis c'est pour ces jeunes-là. Puis il y en a des un peu plus vieux qui veulent faire du sport, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Ben souvent, la Fondation, par rapport au sport, va les aider à s'équiper. Des enfants qui aimeraient avoir des cours de musique, par exemple, ben, la Fondation va pouvoir leur donner accès à ça. Et moi, c'est une façon de rendre... Moi, j'ai été adopté à la naissance. J'ai retrouvé ma mère biologique il y a 1 an. D'ailleurs, j'en parle dans mon dernier livre. C'est un peu ça. Là. Mais cela dit, mes parents, mon père et ma mère qui m'ont adopté, mais c'est eux autres mes parents, là, ils m'ont donné une vie formidable, une vie rêvée. J'ai manqué de rien, j'ai pas manqué d'amour, j'ai pas manqué de bien matériel, j'ai toujours un toit, j'ai toujours eu de la nourriture à volonté, j'ai manqué de rien dans ma vie. Mais ça aurait pu pas être ça du tout. Tu sais, là, t'as retrouvé ta mère. Ma mère biologique, je veux dire, elle m'a pas abandonné. Elle m'a mis en adoption parce qu'elle pouvait pas me garder. Elle avait ses raisons. Maintenant, on se voit, on se parle. Puis je veux dire, c'est une très très belle retrouvaille là. Ça a dû être quelque chose. Ouais, puis j'ai une demi-sœur aussi. Puis c'est très, je suis vraiment content parce que moi, je suis enfant unique. Donc là, j'ai comme retrouvé ma soeur qui va avoir 50 ans en fin de semaine et je m'en vais lui faire une surprise, elle ne sait pas, mais je m'en vais à Vancouver. Je vais la voir pour sa fête. On se coupera pas parce que il y a une couple de semaines avant que ça s'oublie. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, pour moi, c'est une façon de rendre ce que ces enfants-là ont pas eu.
ou ont pas beaucoup. Donc, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de réconfort. C'est une façon, en courant 24 heures comme ça, puis surtout depuis les dernières années où je traîne ma blessure, où ça n'a pas été évident. Quand j'ai commencé à faire ça en 2015, 2016, 2017, j'étais super bien entraîné. J'étais vraiment dans mon pic où je courais tout le temps, puis j'avais pas de blessure, puis tout ça. Ça fait que j'arrivais à faire là, depuis une couple d'années, c'est plus tough, là. Puis avec la pandémie, puis la blessure, ben, alors, je me trouve pas d'excuse, c'est juste une façon je trouve que c'est encore plus parlant de dire, ben garde, on s'accroche, puis comme on parlait, c'est ça la vie, tu sais, ben quand on traverse des périodes sombres, faut juste se dire qu'à un moment donné, le soleil finit par se lever, tu sais. Ah oui, puis à 7 h le matin, quand la petite gang va venir te porter un petit cadeau, là, dire la motivation, t'en manqueras pas à ce moment-là. C'est précieux, puis quand les jeunes sont là pour la ligne d'arrivée à la fin. Mais t'es bon, bravo de t'impliquer là-dedans, puis de faire une différence. Y a-tu... as-tu un projet de livre qui s'en vient ou c'est encore dans la promo de celui qui est sorti je finis la promo. Je m'en vais au Salon du livre de la Côte-Nord dans 2 semaines. Sinon, je suis en train de réfléchir à mon prochain. Je prends des notes, ça s'en vient. Je vais commencer l'écriture à l'automne probablement. Puis pour une sortie en 2023, l'automne 2023. Okay. Pour ce qui est des projets télé, pour l'instant, c'est tranquille. On va voir. Là, ça va, ça vient, ça aussi. Hein? Ça va, ça vient. C'est une période. J'ai eu une très grosse année l'année passée. J'aimerais ça avoir une aussi grosse année cette année, mais ça risque de pas être ça. Mais c'est pas grave. Je te souhaite. Il y a des choses qui vont arriver. Là, Pat, merci. Merci à toi, tellement de ton ouverture. Y a-tu quelque chose que j'ai pas mentionné, que tu voudrais plugger? Y a-tu de quoi d'autre? Non, tout est là. Vraiment inspirant. Puis je suis certain, je trouve ça le fun parce que on est rentré deep dans ta mentalité, dans la façon de voir les choses. Moi, en tout cas, ça me donne un petit coup de pied au derrière pour... Ben moi, tu vois, tu me suis, moi je te suis, puis c'est des gens comme toi aussi, moi, qui me... Non, mais c'est vrai, c'est honnête, parce que, tu sais, faut se trouver... Moi, je suis pas quelqu'un je cherche pas à avoir de héros dans la vie, ou j'ai pas cette... Mais... J'aime ça des gens qui me montrent le chemin, qui m'inspirent aussi, qui me montrent la voie. Ben, tu sais, toi, je te rends l'appareil, puis j'ai envie de dire aux gens, trouvez-vous quelqu'un, homme, femme, peu importe, qui fait quelque chose qui vous allume, puis ça peut pas nécessairement juste dans le sport, ça peut être moi, il y a des écrivains, il y a des peintres que j'admire, tu sais, puis juste de les suivre. On a l'accès à ça. Puis pas besoin de leur écrire à tous les jours pour dire que vous aimez ce qu'ils font. Tu peux juste les observer puis t'en inspirer. Les observer, puis puis tout ça. Puis ben, c'est ça. Puis je veux dire, il n'y a pas la discipline, c'est des petites choses, une par-dessus l'autre. Ouais. Puis je veux juste dire aux gens, il n'y a pas de... Tu sais, moi, je fais des ultramarathons, mais c'est pas obligé, là. Juste aller faire une bonne marche de 1 ou 2 kilomètres chaque jour, ben... C'est ça. C'est du travail. Merci, Pat. Merci à toi. J'encourage les gens, d'ailleurs, justement, à te suivre pour ceux qui ont besoin d'un petit boost. Merci tout le monde d'avoir été là encore une fois. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est disponible sur le Patreon aussi pour ceux et celles qui veulent avoir les épisodes à l'avance. Merci à Popeyes. On va te dire une affaire, tu parles de tes trucs. Moi aussi, là, ça me donne un petit boost dans les journées où j'en ai besoin. Puis... Week-end 99.5, ça fait en sorte que je me lève aussitôt que Pat Godin à 4h du matin pour être en onde de 5h30 à 9h. Merci infiniment. Merci à toi. Bonne chance. Yes. On te souhaite une année vraiment le fun professionnellement et personnellement. Ciao tout le monde.